Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer l'histoire de Jeanne Siofachin, qui est psychologue clinicienne et surtout connue pour avoir travaillé d'abord sur les enfants dits surdoués, puis plus globalement sur les profils de haut potentiel, entre guillemets. Elle est l'auteur de plusieurs bouquins sur le sujet, notamment le très connu Trop intelligent pour être heureux, et l'inventrice du fameux terme zèbre, mais ça se sait moins. Elle raconte d'ailleurs les circonstances de cette trouvaille qui est venue beaucoup plus spontanément qu'on pourrait le croire. Ensemble, on discute de son chemin vers la psychologie, alors qu'elle avait créé son entreprise d'événementiel dans les années 90, jusqu'à son travail avec des enfants surdoués au début des années 2000, alors qu'à l'époque, on en parlait vraiment très peu. Un grand merci à Jeanne pour sa confiance. D'ailleurs, petit spoiler avant de commencer, mais Jeanne est ma psychothérapeute depuis 3 ans maintenant. Comme ça, voilà, vous le savez, même si ça n'a strictement rien à voir avec le fait que je l'interviewe aujourd'hui. Cette semaine, moi de mon côté, j'ai besoin de vous pour 2 trucs. Le premier, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous enverrai tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Le deuxième truc, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac, mettez donc une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès, ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Enfin, si cet épisode vous a plu, ça serait vraiment cool que vous en parliez à quelqu'un qui ne connaît pas ce podcast et de faire tourner l'épisode. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de succès, mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoiredesuccès.com et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Jeanne. Merci à vous et à la semaine prochaine. On est avec Jeanne Siofachin. Salut Jeanne. Bonjour. Bonjour. Ne crie pas dans la... Tu es folle. C'est ça qui me caractérise. Ouais, ok. Jeanne, tu es, pour dire à tout le monde, tu es ma thérapeute. Je pense qu'il faut le dire aux gens. Tu peux le dire, mais voilà. Je préfère que tu dises psychothérapeute. Psychothérapeute. Non, mais c'est important parce que thérapeute, c'est un titre qui n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde peut s'autoproclamer thérapeute. Ah, ok. C'est absolument pas protégé. Alors que psychothérapeute, c'est un titre protégé. Alors ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est juste que c'est pas tout à fait la même catégorie. Et toi, tu es psychothérapeute. Moi, je suis psychologue. Psychologue, clinicienne. Oui. T'as vu ? Et psychothérapeute. C'est-à-dire que ça veut dire... Non, mais c'est important parce que quand on dit un psy ou un thérapeute, pour les gens, c'est tout à peu près pareil. Or, c'est vraiment pas pareil. Tu as d'un côté les médecins qui sont les psychiatres, qui sont là pour les maladies psychologiques, les maladies psychiatriques, donc ils ont une formation médicale. Ouais. Après, tu as les psychologues qui ont une formation universitaire et tu es diplômé au bout de 5 ans et tu dois être enregistré comme psychologue. Et ensuite, tu es ou pas psychothérapeute. Et psychothérapeute, c'est encore un autre diplôme qui est reconnu par l'État. Après, tous les psychopraticiens, les thérapeutes, etc., tout le monde peut visser sa plaque en disant qu'on est thérapeute en énergie, thérapeute en dynamique de vie, et puis toute la flopée des coachs avec des formations sérieuses, et puis des formations totalement farfelues. Donc moi, je suis psychologue et psychothérapeute. Voilà. Et voilà. Comme ça, tu es aussi la fondatrice du cabinet Cogitose. Oui, mais ça, c'est un projet... c'est un projet qui date de 2002, à peu près, avec cette idée, cette envie qui était de créer vraiment un centre de psychologie généraliste. C'est-à-dire que je considère que la psychologie est au centre du process et qu'effectivement, c'est avec la psychologie qu'on peut approcher tous les besoins qu'on peut avoir, c'est-à-dire que quand on va pas bien, parce que en général quand on va voir un psychologue, c'est qu'on va pas bien, ou en tout cas qu'on a des questions ou des doutes et qu'on a besoin d'avoir des réponses, un éclairage et quelque chose de l'ordre d'un débroussaillage presque par quelqu'un d'extérieur et quelqu'un qui a les compétences pour ça, et que ensuite c'est à la psychologie de déterminer si la personne, qu'on appelle dans mon métier le patient, a besoin, par exemple, d'aller voir un médecin, parce qu'il y a quand même des choses qui relèvent plutôt de la médecine et de la nécessité d'un traitement, ou d'aller voir si c'est un enfant, un orthophoniste, parce que finalement la difficulté est plutôt autour de l'acquisition du langage. Donc il va être cette plateforme. Le psychologue, finalement, son job, c'est d'avoir une connaissance approfondie de la psychologie humaine et de tout ce qui est développement normal et développement pathologique de la personnalité, et de pouvoir déterminer quels peuvent être les bons interlocuteurs pour les questions ou les difficultés que rencontre cette personne-là
à ce moment-là de son histoire. Et ça, vraiment, ce que je trouvais hyper important, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'existait pas, en fait, c'est de me dire, en fait, il faut un centre de psychologie généraliste, donc avec des psychologues, et que des psychologues qui travaillent dans ce centre, et qui puissent être une plateforme où on reçoit les patients qui aient 5 ans ou 105 ans, avec lesquels on va faire un point, on va faire un bilan, on va dresser une carte du territoire pour savoir comment il faut avancer avec cette personne-là. Et si c'est dans nos compétences, on va aider cette personne-là. Si c'est hors les clous, à ce moment-là, on va l'adresser ailleurs. Mais avec cette idée qu'on pourrait avoir finalement un psychologue de famille, comme on a un médecin de famille. Vraiment cette notion ou un dentiste de famille. Oui, cette notion de généraliste, parce que c'est vrai qu'en plus, moi, dans ma conception de la psychologie, je trouve ça assez étrange de considérer que si on voit un père ou une mère, on ne doit pas voir un enfant, que si on voit un frère, on ne doit pas voir la sœur et la cousine germaine, alors que dans le fond, moi qui ai souvent vu plusieurs personnes de la même famille, que ce soit les enfants ou les parents, je trouve que on a un effet de contexte et on va beaucoup plus vite. Et on mélange pas tout, c'est-à-dire qu'on va pas trahir, bien évidemment, les difficultés ou les particularités de tel ou tel membre de la famille, mais en même temps, on a une visibilité sur le fonctionnement général qui permet d'accélérer les process. Donc moi, je trouve que c'est important, cette notion de généraliste. Ok. Donc, tu as créé ça en 2002. Oui. On va revenir un petit peu après à tout ton parcours, mais il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait Jeanne quand elle avait 7 ou 8 ans ? Eh ben, si je peux dire toute la vérité, rien que la vérité. Tu es ici pour dire ça. Mais j'en sais rien. Et c'est vraiment une question que je me pose très souvent. Okay. Alors, mes parents sont morts tous les deux. Et en fait, j'en sais rien. Et souvent, je me pose la question... Parce que je crois que quand j'étais enfant, je ne me posais pas beaucoup de questions. En fait, je vivais ce que j'avais à vivre sur le moment. Mais tu vois, je ne me souviens même pas m'être posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard ou d'avoir des espèces de rêves en me disant quand je serai grande. J'ai aucun souvenir de ça. Je crois que j'étais beaucoup dans l'instant présent, avec très peu de projections. Donc je sais pas, ce que je sais de moi, c'est que j'étais une petite fille assez indépendante, assez volontaire, assez casse-cou, mais en même temps je pouvais passer de longs moments à traîner, à rêvasser. Je lisais énormément, ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais j'ai pas de souvenirs, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance en réalité. Tu sais à quoi c'est dû ? Non, mais d'abord, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas forcément souvenir d'enfance. C'est pas une maladie. Et la psychologie a beaucoup voulu en faire quelque chose d'un peu troublant. Et comme si on avait mis en place des mécanismes pour ne pas se souvenir, pour mettre à distance. Mais je crois que ce n'est pas aussi basique ou aussi simpliste que ça. Je pense qu'on a chacun des parcours et que... en fonction de l'enfance qu'on a eue, eh bien, l'enfance devient un poids ou finalement l'enfance est quelque chose d'assez fluide. Et moi, je pense que mon enfance a été... Enfin, je suis sûre que mon enfance a été quelque chose d'assez fluide. Et bien sûr que j'ai des souvenirs, mais j'ai des souvenirs qui n'ont pas de sens continu. Je ne peux pas dire, tiens, je suis comme ça aujourd'hui parce que quand j'étais enfant, j'étais dans telle ou telle situation. Non. Et je n'avais pas du tout l'idée, une seule seconde, que je serais psy un jour. D'ailleurs, je n'ai pas toujours été psy. T'as fait quoi justement ? Parce que donc t'as collège, lycée, j'imagine. Comment ça se passe tes années collège-lycée ? D'abord, moi j'ai été élevée chez les sœurs, quand même. Je savais pas. Mais oui, j'étais élevée chez les sœurs, j'allais à la messe toutes les semaines, je me confessais de tous mes péchés, donc c'était formidable. J'étais très libérée, délivrée. et donc je suis arrivée à l'adolescence, mais complètement, pardonnée de tout. Voilà. Avec l'absolution complète. Donc, tout pouvait arriver. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu le vivais vraiment comme ça ?
Non, je le vis. Pour moi, tu vois, une fois encore, je me posais pas de questions. C'est-à-dire que pour moi, j'étais chez les bonnes sœurs parce que j'habitais dans une ville de province qui était Avignon. Pour moi, Avignon, c'était le centre du monde. Je me posais même pas la question de savoir s'il y avait d'autres villes qui pouvaient être plus ou moins intéressantes qu'Avignon. Moi, j'étais à Avignon, c'était ma vie, point. J'allais chez les bonnes sœurs parce que c'était tradition familiale. J'avais ma petite jupe bleu marine plissée et mon petit calot sur la tête pour aller à la messe. Une blouse rose une semaine, une blouse bleue l'autre semaine pour être sûre qu'on lavait les blouses entre-temps. Mais je me posais pas, tu vois, c'était naturel pour moi. Je me disais pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je me posais pas ce genre de questions. Et donc je suis arrivée effectivement au lycée, et ça a été assez particulier parce que au moment où je suis arrivée au lycée, je suis allée chez les jésuites. C'est encore une aventure incroyable parce que c'était la première année où le collège de jésuites devenait mixte. Et donc, c'était la première année où les frères et les pères jésuites recevaient des filles. Et c'était la première année pour moi où j'allais être en classe avec des garçons. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.